Donc on va faire la couranto. On va commencer par regarder le document, donc paramétrage situation, pour voir rapidement juste comment l'Aqua Pro a fonctionné. Donc c'était un Aqua Pro 1 MHz. 1 MHz, ça veut dire que vous pouvez installer l'instrument, vous pouvez voir entre 5 et 15 mètres grand maximum de colonne d'eau. Donc vous le placez au fond, en mouillage, et puis il va observer la colonne d'eau. Donc le nom de fichier dans lequel les données seront enregistrées. Start, donc ça a commencé à 10h59, fini à 12h09. Donc des profils. Profil intervalle tous les 600 secondes, donc tous les 10 minutes. 10 cellules différentes. Chaque cellule fait 20 cm, fait 200 cm, pardon. Ah oui, d'accord, donc c'est assez gros, 2 mètres. 120 secondes, donc les données sont moyennées sur 120 secondes. Au départ, il y a un blanking distance de 1 mètre, c'est-à-dire que sur 1 mètre, l'instrument ne peut pas mesurer correctement. Donc il n'y a pas de données sur le premier mètre. Measurement load, donc 12%, je réfléchis, je ne sais plus à quoi ça correspond. Transmit pull length, alors ça c'est la longueur d'onde de la donnée. Le compas est mis à jour tous les 600 secondes. Il n'y a pas de mesure de vague. Peu importe, tout ce qui est marqué en dessous n'a pas de raison, n'est pas appliqué. La salinité a été fixée à 35 ppt. Donc après ça, tout ça c'est le nombre de ping par bus, c'est-à-dire on peut faire plusieurs mesures à chaque fois qu'on fait une mesure ou une seule. Donc ici, il y en a une seule qui était faite à chaque fois. Donc c'était dans les lornes. 10h59, on l'a déjà dit. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant encore? Je cherche. Donc il y en avait un capteur de pression, le compas était en place, aussi le capteur de tilt, c'est l'attitude, pour être sûr que votre capteur en fait n'est pas fait de rouler bouler pendant la manip, on ne sait jamais. Voilà, 3 faisceaux. Et donc ici vous avez la carte de l'endroit où il se situait. Donc vous voyez, il était pas loin de l'anse de Campfruit, pas loin du pont ici, je ne sais pas si vous connaissez de la voie express. Et donc il y a les lornes qui arrivent par là. Donc déjà on peut essayer d'imaginer qu'est-ce qu'on peut avoir comme courant ici. On sait qu'il y a un impact de la marée dans cette embouchure là de l'Elorn. Donc on devrait probablement avoir des allers-retours de courant dans cette direction. Alors c'est quoi cette direction? Je vous laisse essayer de noter ça, se demander quelle direction on avait. Peut-être regarder les horaires de marée ce jour-là pour essayer de retrouver cette donnée. C'est toujours important d'avoir une idée au moins des gros processus qu'on va observer et des horaires, un peu des fluctuations. Pourquoi? Parce que comme ça, on va regarder la donnée et déjà, on va savoir quoi chercher. On va regarder un peu, bon, est-ce que ça concorde avec ce que j'ai imaginé? Comme ça, on est sûr qu'on regarde la bonne donnée, qu'on ne s'est pas trompé de fichier, qu'on ne s'est pas trompé dans le temps, etc. Et puis ensuite, c'est là qu'on peut aller un peu plus loin et essayer d'investiguer un peu plus comment ça se passe, le courant à cet endroit-là. Toutes les choses qu'on n'a pas pu prédire forcément, puisque c'est ça l'intérêt, d'aller mettre un instrument de mesure. Vous avez dans le dossier que je vous ai envoyé donc, le fichier Aqua Pro, qui est le fichier brut de données. Donc je vous laisse quand même, mais en fait on ne va pas s'en servir, puisqu'on a d'autres fichiers qui s'appellent direction, force du signal moyen, pressure, temp, attitude, vitesse, vitesse est, vitesse nord, vitesse up, qui sont en fait les données extraites de l'Aqua Pro dans un format plus lisible. Et comme c'est séparé, ça nous permet de regarder un peu mieux chaque composante. Donc on peut regarder de plus près un des fichiers. Donc ce sont des fichiers texte simples mais très gros qu'on va pouvoir lire avec MATLAB. Donc ici je ne trouve pas aller au bout, hop, j'essaye de mettre tout ligne par ligne, qu'on puisse voir voilà, à quoi ça ressemble. Donc vous avez dans chaque fichier, donc ici j'ai pris la direction au hasard, vous avez les cellules. Alors un Aqua Pro, c'est un courantomètre acoustique qui va faire un profil de la vitesse en courant. Comment est-ce qu'il fait ce profil? Vous avez plusieurs faisceaux. Chaque faisceau va envoyer donc une onde acoustique. L'onde acoustique va être réfléchie sur les petites particules qui se trouvent dans l'eau, que ce soit des microbules, que ce soit des particules en suspension. Et quand c'est réfléchi, ça revient
vers l'instrument. Selon la vitesse de ces particules, en considérant que vu qu'elles sont en suspension, elles suivent la même vitesse, elles ont la même vitesse que l'écoulement. Grâce à cette vitesse, la fréquence de l'onde acoustique va être légèrement modifiée. Comment ça se fait? C'est parce que vous avez l'effet Doppler. On appelle souvent ces courantomètres des ADCP, des Acoustic Doppler Current Profiler, parce qu'ils se servent donc de l'effet Doppler pour réussir à redéterminer la vitesse. Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans le signal finalement récupéré dans cet instrument? Cet instrument va utiliser sa fréquence, la fréquence de l'onde, pour déterminer la vitesse. Et quant à l'intensité du signal, là c'est ce qu'on appelle la rétrodiffusion, et ça peut servir à être inversé pour avoir la quantité de matière en suspension. Plus on a de matière en suspension, plus l'onde va être rétrodiffusée vers l'AquaPro. Donc à chaque signal, vous allez obtenir une vitesse, mais cette vitesse, elle va être comment? Vu que quand vous avez une seule onde acoustique, la vitesse que lui, il peut voir, la vitesse qui va impacter sur sa fréquence, c'est la vitesse qui est collinéaire avec son faisceau, c'est-à-dire la vitesse qui est dans le sens de son faisceau. Donc, pour réussir à avoir une vitesse en 3D, il faut au moins 3 faisceaux qui sont dans des angles, dans des orientations différentes, pour réussir à retrouver ensuite des vitesses dans les 3 directions. Donc, vous avez différentes cellules parce que l'instrument va, selon le temps de retour, l'instrument va réussir à déterminer quelle partie de la colonne d'eau a réfléchi le signal qu'il reçoit. Il émet une onde, cette onde est réfléchie par les différentes couches de la colonne d'eau, et selon le temps de réception, il arrive à déterminer si c'est proche de lui ou loin de lui, et donc à nous donner des informations sur les différentes cellules de la colonne d'eau. Donc ici, on voit qu'il avait 10 cellules. 10 cellules, et vous avez 10 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop là, j'arrive pas à voir les autres, mais 8, 9, 10. De données. Et vous voyez qu'elles sont numérotées là jusqu'à beaucoup. Donc les numéros ici représentent juste le numéro de la donnée de la mesure. Première mesure, deuxième mesure, troisième mesure, quatrième mesure, etc. Comment je vois ça? Je vois ça grâce à la date. Vous avez ici la date et vous voyez que vous avez une mesure tous les 10 secondes, etc. Alors ce qui est particulier dans ce format de fichier là, vous voyez, c'est que vous avez la date, virgule, la donnée, donc ici pour la première mesure, cellule 1. Puis encore à nouveau la date et la donnée pour la deuxième mesure. Et puis encore à nouveau la date et la donnée, etc. pour la troisième mesure. Donc c'est pas très pratique comme format. Vous avez des virgules, en gros ce sont des colonnes qui ont des données concaténées. Donc on va essayer sous MATLAB, je vais vous montrer comment faire pour importer ce type de données. Donc très important toujours avant de se lancer dans de l'import de données, aller voir la donnée, se rendre compte comment est formé le tableau, afin de mieux l'importer après, de mieux comprendre comment faire pour l'importer. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va conserver une seule colonne de date, ça sert à rien d'en avoir 10, et puis on va essayer d'attribuer donc chaque cellule à chaque donnée ensuite. Pour ceux qui avaient déjà les données envoyées par SIAM de Couranto, les fichiers comme ça texte étaient en UTF-16. UTF-16 c'est le codage de chaque caractère. UTF-16 n'est pas pris en charge par MATLAB, du coup je les ai tous convertis en UTF-8 et donc ça correspond au fichier que je vous ai envoyé dans le point zip. Donc si on va sous MATLAB, on peut venir importer des données en allant dans le menu Home en haut ici et en faisant Import Data. Là vous allez choisir au hasard un des fichiers, celui que vous voulez, hein. Ça va marcher pareil pour tous, et vous faites ouvrir. Donc là, il va mettre un petit peu de temps parce que le fichier est énorme. Et vous vous retrouvez avec vos cellules. Alors ici, il a mis dans les cellules directement, vous voyez, les colonnes avec la virgule. Alors moi, ça ne m'arrange pas parce que moi, je voudrais virer les données de date déjà qui sont supplémentaires ici, et puis après, une fois dans MATLAB, on aura des données qui ne sont pas numériques, finalement, qui sont un mix entre des dates et des numéros. Donc je voudrais en fait qu'il me sépare tout ça en colonnes aussi. Ça va me doubler le nombre de colonnes. Pour ça, vous faites colonne delimiters, donc tab, oui, et en plus, virgule.
on met le travail. Donc ça veut dire qu'il considère que les colonnes sont délimitées par des tabulations et par des virgules. Et donc on va pouvoir considérer seulement les cellules qui nous intéressent. Donc petite subtilité, quand vous allez venir importer la date, il faut que MATLAB l'interprète correctement comme une date. Alors dans DateTime, vous allez venir cliquer sur la petite flèche ici et venir tout en bas en prenant toute la liste et en allant jusqu'en bas pour lui dire que vous voulez rentrer une date customisée. Et quand vous êtes arrivé tout en bas, donc il vous propose Enter Custom Date, et là vous pouvez lui rentrer ceci. Alors je vais réécrire. D'abord, la date, c'est 2 chiffres ici. Ensuite, le mois, c'est que 1 chiffre. Et vous voyez que les mois, il les note avec un grand M. Ou sinon, vous avez l'aide à côté à droite. Ensuite, slash, il y a 4 digits, 4 chiffres pour l'année. Plus loin, vous avez l'heure, c'est avec un grand H. Il y a 2 points. Et ensuite, il y a les minutes. Alors, en faisant comme ça, vous faites entrer. Il va bien interpréter tout ça. Il va bien mettre chaque chiffre dans chaque des cases qu'il connaît. Et vous pouvez, hop, venir choisir, hop, date. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, tic, tic. Et venir l'exporter en vecteur directement. Première chose de faite. Maintenant, ce qu'on veut, c'est toutes les cellules intéressantes là, qui s'appellent celles. Donc on va venir prendre toutes les colonnes avec CTRL, clic CTRL. Vous allez pouvoir sélectionner chaque colonne avec les cellules de mesure, les données des cellules de mesure. Donc vous venez prendre les 10, tac tac tac. Après on va venir désélectionner la première ligne, encore une fois avec le petit... Non là il veut pas, si ça y est. Tac. Comme ça désélectionne le premier. Dans Output Type, vous allez mettre matrix, numérique matrix. Comme ça va vous faire une matrice, direction. D'ailleurs, du coup, il a supprimé les noms. C'est vrai que, comme si on choisit une matrice, il n'y a pas besoin de nom par colonne. Tout ça, ça va s'appeler direction. La seule chose qu'il va falloir bien vérifier, bien regarder, c'est de ne pas se tromper dans le sens dans lequel sera la matrice. Vous allez voir, on va regarder ensemble. Ce 72.35, c'est la première mesure et la plus basse. C'est la cellule numéro 1. Donc on va vérifier ensuite comment c'est rangé dans la matrice. Donc si on fait import, on va regarder ce qui s'est passé. Donc là on a 8360 x 10. On a bien notre matrice, les 10 cellules et 8360 données. Donc comment je vais faire pour vérifier comment c'est rangé mes cellules dans ma grosse matrice là. Vous allez venir taper direction et puis vous allez sélectionner une donnée. Donc 1 par exemple. C'est ma première donnée de ma première colonne. Et quelle valeur est dedans? 72,35. Venez vérifier ensuite sur votre tableau ici. 72,35, c'était bien la première mesure de la première colonne. Première mesure de la première colonne étant 1,1. Donc, c'est assez intuitif. Hein. Dans ce cas, direction. Donc la première valeur que je mets dedans, ici le 1, c'est le numéro de la mesure. La deuxième valeur que je mets ici, c'est le numéro de la cellule, de 1 à 10. Donc 1, 10, normalement 63,16. Je peux aller vérifier que tout en haut, première valeur 63,16. Donc toujours bien regarder ce qu'on fait quand on importe des données. On a vite fait de se tromper dans le sens de ce qu'on regarde, et puis après quand on trace, ben forcément ça nous donne des choses inattendues. Donc voilà pour la direction. Comme on a une matrice, on peut s'amuser à faire un P-color. P-color, vous vous rappelez, va nous montrer directement la donnée sans interpolation, sans rien. Donc P-color juste direction, là on ne met pas d'échelle sur les côtés. Hop là. Et c'est tout noir. Pourquoi c'est tout noir? Parce que vous vous rappelez, il trace en noir les bords des cellules. Et là, il y a tellement de cellules qu'on ne peut pas voir du coup les données qu'il y a à l'intérieur. Donc il faut faire un shading flat. Hop. Et donc voilà la donnée qui n'est pas si jolie. Et alors c'est là qu'on remarque dans quel sens il le met. P-color, donc là c'est les cellules.
les cellules qui vont vous représenter la distance par rapport à l'AquaPro. Donc en fait l'AquaPro est ici, puis regarde vers le haut. Donc ici c'est le haut de la colonne d'eau. Pas très pratique de regarder dans ce sens-là du coup. Et là c'est le temps, là c'est le début de la mesure, et là c'est la fin de la mesure. Donc, pareil, pas très pratique de regarder dans ce sens-là. On verra tout à l'heure comment faire pour inverser tout ça. On peut me faire maintenant d'ailleurs une partie. Si vous faites P-color direction avec une petite apostrophe ici, ça inverse le X et le Y. J'ai oublié mon shading flat. Et dans ce cas, j'ai bien le temps qui part de 0 à 8000. Donc ça c'est parfait. Et puis je suis dans le bon sens de la colonne 2. Donc on avait dit si on veut avoir quelque chose d'interpolé, on peut faire contour F, donc même principe, direction, hop, avec petite apostrophe pour retourner tout ça et avoir quelque chose qui est dans le bon sens. Donc là, on voit qu'il a beaucoup de mal à avoir quelque chose de joli avec des contours. Et quelle en est la raison? C'est parce que vous avez des choses qui sont très bruitées. On a une donnée tous les 10 secondes, c'est très très bruité pour l'instant. Donc il va falloir venir filtrer, lisser tout ça. Et donc on va voir comment on fait dans la suite. Alors une fois que vous avez téléchargé les données direction, force du signal moyen, vitesse, vitesse S, vitesse nord, vitesse up. Alors c'est quoi d'après vous vitesse? Vitesse S, vitesse nord, vitesse up. Donc vitesse est, nord, up, vous voyez ce que c'est, hein, c'est les composantes de vitesse dans les trois directions. Et vitesse et direction, vitesse c'est la magnitude de la vitesse, c'est en fait la valeur de la vitesse qu'on peut ressentir sur soi, peu importe la direction. Donc magnitude de la vitesse et direction. Donc là on exprime en fait des vecteurs. Hein. Un vecteur ça a trois composantes, ou sinon on peut l'exprimer en termes de vitesse et direction ici dans le sens horizontal. Et donc force du signal moyen, ça correspond à votre rétrodiffusion. Donc il faut qu'on importe le dernier fichier qui est pressure, temp, attitude. Donc là on va pas faire une matrice puisque en fait ça va être trois données différentes, hein, pression, température, attitude du capteur. Donc on va faire trois vecteurs. Donc de la même façon, on a des colonnes qui sont délimitées par des tabulations et par des virgules. Donc ça met un petit peu de temps à se mettre en place. Voilà. Donc on a dit un leurre, ça ne sert pas à grand chose de la prendre. Donc ici on regarde bien les valeurs puisque du coup on n'est plus en face des colonnes. Donc vous avez votre pression qui est ici. Donc ça va de la hauteur d'eau. Vous avez la température qui est là. Le heading c'est la colonne après. Le pitch c'est la colonne après. Et le roll c'est la colonne après. Hein. Cap, roulis, et puis, comment on dit en français déjà? Attitude, t'engages quoi. Alors, donc ici, on va changer le nom, on va dire qu'on va prendre le C. Le C, c'est la pression. On va pas prendre la première ligne, et on va exporter en tant que vecteur. Voilà. Ici, donc on a dit que c'était, si on regarde dans l'ordre, j'ai effacé, mais c'était la température. Enfin, dans l'autre sens, peut-être le dernier, c'est le roll. L'avant-dernier, c'est le pitch. Et celui-là, c'est le cap, le heading. Donc ça permet en fait de voir si l'instrument n'a pas trop bougé, sinon les valeurs ne seraient plus valides. Et donc celui-là, c'est la température. Un peu d'accent dans MATLAB. Voilà. Et donc on va prendre les colonnes qui nous intéressent, qui ont des données et pas les dates, comme tout à l'heure. On va en faire des vecteurs. Et on importe tout ça. Et voilà, normalement, il vous a créé des vecteurs qui s'appellent, comme vous avez demandé, un roll, pression, pitch, etc. Première chose à faire, une fois que vous avez regardé ça, c'est d'aller tracer pitch, roll et heading pour voir si votre instrument n'a pas trop bougé.
Alors ici, juste je me suis trompée dans l'écriture. Pitch, ça avait une majuscule. Donc ce sont des degrés. Qu'est-ce qui se passe? On voit qu'à la fin, là, il y a un gros mouvement. Il se passe quelque chose. Alors si on veut essayer de regarder un peu plus près et de regarder à quel moment il y a eu du mouvement, on peut utiliser cette notation là, je ne sais pas si vous voyez bien en bas, qui permet, je le mettrai dans le petit script que je vous donnerai aussi, qui permet de tracer chaque donnée séparément. Vous allez voir, si on zoome, ça va nous permettre de voir à partir de quand l'instrument a été déplacé et donc les données ne sont plus valides. Donc à partir de ici, là, l'instrument bouge, 8195, vous voyez, il faudra se rappeler. Donc les données après 8195 sont inexploitables. Ça doit être le moment de la récupération, tout simplement. Hein. L'instrument a été récupéré, donc on l'a bougé, les plongeants ont commencé à le bouger, et puis après il a été remonté. Et ensuite seulement il a été arrêté. Donc à partir de là, les données ne seront plus exploitables. Alors on va regarder quand même les trois. Hein. Donc pitch, roll. Donc, pareil, hein, j'imagine que ça va être à 8195 logiquement. Mais au moins on voit qu'a priori il s'est rien passé pendant la manip de bizarre. Donc tout le reste des données sera exploitable. Pareil, 8195. Et puis le heading, parce que parfois l'instrument tourne sur lui-même selon comment le courant l'attaque. Et là pareil, il ne s'est rien passé durant toute la manip. Et c'est seulement à la fin, forcément, quand il a été déplacé pour la récupération, qu'il commence à avoir des données. Donc 8195, tout est cohérent. Ensuite, vous pouvez tracer la pression. Qu'est-ce qu'on devrait voir sur la pression? On devrait voir tout simplement le signal de marée. C'est bien ce qu'on voit. Et d'ailleurs, ça va rester cohérent aussi avec ce qu'on avait observé par rapport à la récupération. C'est-à-dire qu'à partir de 8195, on sort de l'eau. Ici, on est sorti de l'eau à ce moment-là. Vous voyez, 8196, on sort de l'eau. Donc, gardez les données, on verra ça après. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez toutes les données. Maintenant, on va convertir la date, sauvegarder les données, faire des moyennes, regarder tout ça.